Bonsoir et bienvenue sur ce live consacré à la reconversion au métier du design d'intérieur. Nous sommes en live depuis les studios de l'école de décoration et d'architecture d'intérieur. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Alix qui est à côté de moi et que voici. Bonsoir. Et on a plein de choses à vous raconter sur ce beau métier. Ces beaux métiers, parce on va parler beaucoup d'architecte d'intérieur, mais aussi de décorateur d'intérieur un peu. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez me dire dans le chat si vous me recevez bien, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, et puis vous pouvez en profiter pour nous dire un peu qui vous êtes dans le chat, depuis quel endroit vous nous écoutez. À quel niveau vous en êtes dans ce projet de reconversion? Est-ce que vous envisagez de vous former? Est-ce que vous êtes déjà formé? Est-ce que vous êtes déjà lancé peut-être à votre compte? Salut Elodie, salut Cathy. Ça y est, je crois que c'est bon, on nous reçoit bien. Et vous pouvez profiter évidemment du chat pour nous poser des questions parce que tout le but c'est d'écouter Alix sur son parcours, sa reconversion et qu'on essaye à l'occasion de ce live de répondre à toutes les questions que vous vous posez peut-être si vous avez vous aussi envie de changer de métier et de devenir architecte ou pourquoi pas décorateur d'intérieur. Salut Maïalice, salut Gaël, Samira, Aurélien qui me dit aussi que tout est ok, salut Aurélie, et Claire Marine, bonsoir, salut Elisabeth, formidable. Aude nous entend depuis la Bretagne, Kathleen aussi est avec nous, Juliette, Céline, magnifique, tout fonctionne, super. Ok, alors... On a plein de choses à vous dire, mais je vais commencer juste par vous dire un peu... donc voilà, dites-moi dans le chat un peu ce que vous avez envie de nous raconter sur vous et évidemment, posez-nous vos questions. Voilà le sommaire de ce live, on est ensemble pour 1 heure à peu près. On va écouter Alix se présenter en quelques mots, puis ensuite on va... directement vous présenter quelques réalisations qu'Alix a pu faire depuis qu'elle s'est lancée. Et puis après, on va aborder 3 thèmes qui, je pense, sont ceux qui vous intéressent le plus. La question de la reconversion, comment est-ce qu'on l'envisage, d'où ça vient et quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser avant de se former. Ensuite, la question de la formation, où se former, comment se former. Et puis la question de l'installation après la formation, comment est-ce qu'on peut vivre de son activité d'architecte d'intérieur ou de décorateur d'intérieur, comment on trouve ses clients, comment peut-être on surmonte le sentiment d'imposture qu'on a parfois au début quand on fait ses premiers chantiers, et aussi toutes les questions que vous aurez envie de nous poser. Mais je remets la caméra en mode plein écran pour que vous nous revoyiez tous les deux. Et Alix, je te laisse nous dire en quelques mots d'abord qui tu es et comment t'en es arrivé là peut-être, quand tu t'es formé, bref. Ouais, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai commencé après un bac littéraire par faire une prépa littéraire et je me suis plutôt destinée à des métiers de communication, donc j'ai fait le CELSA et j'ai fait 10 ans dans un parcours de communication assez varié, sachant qu'à peu près au milieu, je me suis quand même dit... s'il faut choisir mon secteur d'activité, ce serait intéressant de faire vraiment quelque chose qui me plairait. Et à ce moment-là, du coup, j'ai choisi de me rapprocher du secteur de la déco, où j'ai pu intégrer des agences de relations presse spécialisées dans la déco pour savoir si déjà ça me plairait vraiment. En me disant, j'ai toujours cette petite idée en tête de me reconvertir, mais peut-être pas pour le moment. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, bon, là, je pense que c'est le moment. Le Covid étant passé par là. J'ai donc choisi de me reconvertir. Je me suis un peu renseignée sur les formations et j'ai fait le studio des Arts Déco, une formation de reconversion de 5 mois. On est en quelle année là? Et là, c'était donc l'année dernière, en 2021. Et du coup, depuis, je suis devenue architecte d'intérieur à mon compte depuis janvier dernier. Donc ça va faire bientôt 1 an que tu exerces en tant qu'archi d'intérieur. Et je vous propose tout de suite de vous montrer quelques images des premiers chantiers d'Alix, des images que tu as bien voulu nous envoyer et qu'on projette et que tu vas peut-être pouvoir commenter. Alors voilà, je t'écoute. On est où et de quoi s'agit-il? Donc là, on est dans un appartement parisien dans le 16e arrondissement. La problématique, c'était de refaire une cuisine qui était... assez vieillotte, qui était hyper étriquée, un peu alambiquée en circulation, et où la personne qui habitait là avait plus du tout envie de cuisiner,
Donc voilà, c'était un peu une pièce, pas à l'abandon, mais bon, qui donnait pas très envie, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de lui redonner un peu du cachet, de la restructurer, de pouvoir à nouveau bien circuler et de un peu l'illuminer parce que c'était un peu dans un bout de couloir pas très facile d'accès. Donc voilà ce que ça a donné après, quelque chose où on voit un peu plus la lumière, où on a un plan de travail qui est beaucoup plus dégagé et qui est plus adapté à la cuisine. Et une des problématiques, c'était vraiment de déplacer le frigidaire pour gagner un peu de plan de travail. Donc on a dû créer dans cet espace-là vraiment un espace spécifique pour le frigidaire en mordant un peu sur la partie de l'entrée. Ok, trop bien. Bon, voilà. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps et rentrer dans ces chantiers, mais l'idée, c'est de faire un aperçu des premières réalisations d'Alix et après de rentrer d'aborder les thèmes dont j'ai parlé au début. Et je vois que vous continuez à arriver. Maïlis est arrivée. Elle te félicite, Alix, pour ta reconversion. Merci. Adrien qui nous écoute de Strasbourg. On a Marie qui est dans le Loir-et-Cher et qui est en cours de formation et qui se demande par où commencer pour démarrer. Céline qui a un diplôme de déco d'intérieur qu'elle a eu il y a 20 ans mais qui n'a jamais exercé encore. Salut Aude, salut Samira qui est en cours de formation. Claire Marine qui nous écoute depuis la Martinique, qui n'a pas de formation ni de projet concret pour le moment mais qui est intéressée par le sujet. Bref, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Elodie qui est dans le Doubs à Besançon. Et qui a une question sur la formation, mais qu'on posera un peu plus tard, parce que j'ai envie de montrer d'autres images de tes autres chantiers, ou plutôt du même chantier, parce que là, je crois que c'est le même. Ouais. Hein. Là, c'est le même chantier. Donc là, on a un zoom un peu sur le plan de travail et les meubles de cuisine, notamment les meubles bas, où voilà, on a vraiment un exemple de quelque chose qui était un peu vieillot, limite obsolète, et qu'on a modernisé, rafraîchi, et donné des touches un peu tendance, avec une jolie crédence et un bicolore avec des façades hautes blanches et des façades basses qui étaient vertes, vert gris. Ça a pris combien de temps ce chantier ? Ça a pris environ 3 mois, je pense. D'accord. On a toujours l'impression que ça va être rapide et puis finalement ça prend du temps. Ok, alors là on change de chantier. Ouais, alors là on change de chantier. Alors là c'est avant-après, faut le lire dans l'autre sens. Avant, ouais. Donc c'est l'image qui se trouve en dessous de nous qui est l'avant et la grande image c'est le après. Donc là, on est dans les Batignolles, à Paris toujours. Là, c'était un couple qui habitait là depuis un bout de temps et qui avait envie de changement, de pouvoir avoir aussi plus de rangement. Pour pouvoir rester un peu plus longtemps dans cet appartement sans avoir forcément à déménager tout de suite. Donc il y avait vraiment un enjeu de ce côté-là, en plus de l'enjeu déco pour avoir un coup de neuf et se sentir à nouveau bien chez eux dans un environnement qui leur correspond vraiment. Donc là, on a travaillé sur cette photo-là, on voit le côté salle à manger, où on a vraiment dessiné un espace cosy salle à manger, qui existait déjà au même endroit, mais voilà, qui était un peu juste posé là. Alors que là, on en a vraiment fait quelque chose d'un peu cosy, avec des banquettes dans lesquelles il y a des rangements. Donc là, ils peuvent mettre plein de choses différentes. Et on a un peu joué aussi sur la hauteur, avec le tableau, l'applique. Voilà, pour aussi dégager un maximum le sol et pouvoir investir tout l'espace. Vachement bien, bravo. Je crois qu'il y a une autre photo de ce chantier. Ouais, alors ce chantier-là avait aussi une grosse problématique sur la cuisine, qui était pareil, pas très grande. On est toujours à Paris et où il manquait du plan de travail pour cuisiner. Il y avait un joli endroit dans un coin avec un ancien placard qui était intégré. Et voilà, on a décidé de garder que la partie haute du placard pour pouvoir prolonger un maximum le plan de travail et déplacer le frigidaire, là on le voit pas, mais pour pareil, gagner en circulation, en plan de travail et en luminosité dans la pièce. Ouais, parce qu'il y a une fenêtre juste au-dessus en fait. Exactement. Vachement bien. Vachement bien, bravo. Bon alors Alix nous a envoyé plein d'autres photos, mais on aurait envie, je trouve, de t'écouter encore davantage sur tous tes chantiers, mais l'idée, c'est aussi de parler concrètement de cette reconversion, comment t'en es arrivé là. Ouais. Et peut-être pour commencer, moi j'ai une première question, c'est... tu as un peu répondu au début, tu
comment ça t'est venu? Est-ce que tu veux redévelopper un peu cet intérêt que tu avais pour ce métier que tu avais depuis longtemps, en fait, mais qui s'est réveillé après 10 ans en communication, c'est ça? Ouais, enfin réveillé, que j'ai osé passer le cap, en fait. Ok. Moi, j'ai toujours eu, effectivement, j'ai toujours été sensible aux beaux univers, à des environnements qui étaient harmonieux. C'est quelque chose vraiment qui joue sur mon état d'esprit. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, pas tout de suite. Mais j'ai toujours été aussi assez créative. Je fais de la peinture depuis que je suis petite. Et au fur et à mesure, j'ai voulu un peu réintégrer aussi cette partie créative dans mon métier, sans pour autant devenir peintre. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un peu les biais qui pouvaient s'en rapprocher. Donc ma mère était particulièrement sensible à la déco et on a grandi dans des environnements qu'elle soignait. Mon père, lui, travaillait dans l'immobilier et du coup, il faisait souvent des plans. Ouais. Et moi, j'aimais bien me pencher par-dessus son épaule et regarder ce qu'il faisait. Et il me disait, bah là, ça pourrait être ta chambre et là, machin. Et moi, j'aimais bien ça. Donc je pense que j'ai été sensibilisée à ça assez jeune. Ok. Est-ce qu'en dehors de tes parents, il y a eu des rencontres que tu as faites qui t'ont donné envie d'exercer ce métier? Pas particulièrement des rencontres, mais au moment où, quand j'avais des amis qui se reconvertissaient avant moi, je me dis toujours, ah, la chance, trop bien, moi aussi, j'aimerais bien, mais je sens que c'est pas le bon timing pour moi, c'est pas mon moment, il faut encore que j'avance et tout. Donc c'est quoi le bon timing? C'est quoi le bon timing? C'est une bonne question. C'est quand on le sent. Ouais. C'est quand on... Mais il y en a, je pense, qui n'osent pas et qui attendent trop longtemps. Est-ce qu'on peut regretter de s'être lancé trop vite, par exemple? Moi, je pense qu'on peut regretter de ne pas se lancer du tout. Ouais, ça c'est sûr. De ne pas essayer. Donc ça, c'est un moment, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, au pire, c'est pas grave, il y a un métier que je sais faire, que je fais depuis 10 ans, je pourrais toujours revenir en arrière. C'est pas... Voilà, je regretterais plus de pas le tenter. Et sinon, je pense qu'il faut le sentir, il faut que ce soit... moi, j'en avais vraiment marre de mon métier, donc je me suis dit, là, j'ai besoin du coup d'après, et je l'avais pas, j'ai pourtant cherché en communication, je l'avais pas. Il y a eu le Covid aussi qui m'a pas aidée, mais du coup, je me suis dit, peut-être que le Covid a été un accélérateur pour moi en me disant, je fais table rase et c'est le moment où on se pose plein de questions, donc voilà, donc j'en profite et je réveille un peu des vieux souvenirs que j'ai pu avoir, des vieux rêves. Mais voilà, je pense que chacun son moment, quoi. Ouais. Ça ressemble à... Je lis le commentaire de Jérémy dans le chat. Bonsoir Jérémy, qui nous dit « Je souhaite me reconvertir dans l'architecture d'intérieur et actuellement je suis en recherche de formation. J'ai fait une licence en histoire de l'art il y a 15 ans, suivi d'un stage avec une décoratrice d'intérieur, mais la vie m'a poussé à suivre une autre direction et j'aimerais aujourd'hui revenir à mon projet de base. » Donc ça ressemble un peu, je trouve. Ouais. À ce que tu viens de dire. Donc, t'es pas tout seul dans ce cas-là, Jérémy, tu vois. Et le conseil d'Alix, c'est que finalement, il faut pas hésiter, quoi. Si ça revient, il faut y aller. Après, il faut trouver la bonne formation et c'est une bonne transition, du coup, pour effectivement la question d'après, le deuxième thème, celui de la formation. Comment est-ce qu'on trouve la bonne formation et comment toi, tu t'y es pris pour chercher, pour trouver? Quelles sont les questions que tu t'es posées? Et quels conseils tu peux donner à ceux qui recherchent une formation? Alors, donc déjà, avant tout, j'ai appelé toutes les personnes que je connaissais autour de moi qui avaient des métiers qui pouvaient m'intéresser pour être sûre que mon choix était le bon, celui d'architecte d'intérieur. Parce qu'en fait, comme j'aimais bien tout ce qui était créatif, je me suis dit, j'ai une copine qui est illustratrice, ça peut m'intéresser. J'en ai une autre qui est designer textile, je trouve ça génial. J'en ai une autre qui est architecte d'intérieur. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses. J'en ai une autre qui est céramiste, bref. Donc je me suis dit, je les interroge toutes pour un peu comprendre leur quotidien, pour savoir de quoi est fait leur métier, ce que ça implique, parce que peut-être qu'être céramiste toute ma vie, je risque de m'ennuyer, de faire toujours la même chose, je sais pas. Donc j'ai commencé par appeler ces personnes qui ont été assez... qui m'ont pas mal aidée, parfois juste une petite phrase qui a fait tilt. Donc par exemple... il y en a une qui m'a dit moi j'étais un peu comme toi, c'était celle qui était architecte d'intérieur. Elle m'a dit j'étais intéressée par plein de métiers, j'aimais bien tout ce qui était très créatif, artisanat d'art, etc.
Mais finalement, j'ai choisi l'architecture d'intérieur parce que ça me permet d'être le chef d'orchestre de plein de ces métiers-là, de plein d'artisans. Et du coup, je fais appel à eux et je les sollicite pour mes projets et j'assemble avec ces différents corps de métier. Et donc j'assouvis un peu cette frustration que j'aurais pu avoir d'en faire qu'un seul via mes projets. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et je me suis dit, ah ouais, super, chef d'orchestre, je peux faire appel à qui je veux, trop bien. Ok. Voilà. Et alors, comment on trouve son école Alors, mon école, après, effectivement, le but c'était de savoir comment est-ce que j'avais envie d'être formée. Donc, moi, je savais que je voulais un plein temps, que je voulais être, si possible, en présentiel, et que je voulais que ça dure suffisamment longtemps pour être sérieux, mais en même temps, pas non plus trop longtemps, parce que j'avais envie de me lancer vite et que financièrement, j'aurais pas pu m'en sortir sinon. Ok. Donc j'ai regardé les formats des écoles et les contenus. Voilà, ça c'était ce qui a drivé un peu ma recherche. Et au-delà de ça, aussi voilà, les prix, évidemment, et les renommées des écoles. Parce que je pense qu'évidemment, on va naturellement vers celles qui sont plus connues aussi. On a une question d'Élodie qui nous dit « J'envisage de me réorienter dans ce domaine qui m'a toujours passionné, mais je me demande si mon parcours artistique suffit. » Parce qu'elle a un master aux Beaux-Arts et elle est actuellement factrice. Et elle se demande si elle doit faire des formations en plus ou si le fait d'avoir fait les Beaux-Arts peut suffire. Alors, j'ai pas fait les Beaux-Arts, donc je sais pas trop, mais j'ai un exemple, c'est qui était celui d'un de mes profs au Studio des Arts Déco, qui, lui, s'était lancé à son compte sans formation. Et il a exercé comme ça pendant 4 ans, donc c'est tout à fait possible. En plus, il y a plein de gens qui commencent, qui ont déjà fait des travaux pour eux, qui ont bien aimé, qui ont été talentueux, qui ont fait des belles réalisations, et qui se disent « Ah ben, je peux commencer par bouche à oreille, c'est facile facile. En tout cas, on peut se lancer comme ça. » Et ce prof-là nous a dit après, en fait, 4 ans après avoir démarré, j'ai voulu reprendre une formation, j'ai fait au Studio des Arts Déco, en me disant qu'il me manquait pas mal de bases, notamment de maîtrise de logiciels qui permettent de gagner quand même pas mal de temps et d'être assez efficace sur les chantiers. Donc, franchement, ça m'a vachement marqué ce témoignage-là et je me dis, c'est pas inutile. Effectivement, c'est en tout cas, moi, la formation que j'ai faite était assez structurée et en général, elles le sont toutes. Et on apprend en peu de temps beaucoup de logiciels, beaucoup d'étapes de la relation client, de comment mener un projet de A à Z. Et ça, franchement, voilà, un projet, on peut le mener soi-même, mais le logiciel, je pense que c'est important de bien les maîtriser. Alors, tu as dit, Alix, que tu cherchais une formation assez courte. Et tu as dit aussi que le prix avait été important pour toi. Ouais. Ça me fait réagir de voir dans le chat plusieurs questions autour du prix et de la durée de la formation. Je pense à Jamila qui nous dit que la formation la moins chère, par exemple, est celle, et elle donne le nom d'un organisme, ou Aurélien qui dit qu'il a trouvé une formation qui dure 2 mois simplement. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même se méfier, mais c'est toi qui vas le confirmer, des formations qui sont les moins chères et qui vous proposent de vous former en un minimum de temps, parce que il est possible de se former en ligne et à distance dans des conditions d'excellence, et c'est tout le projet de l'école de décoration et d'architecture d'intérieur, le DAI, mais pour autant, je pense que c'est important, notamment quand on s'installe, d'avoir des bases très solides, ne serait-ce que pour être crédible, réussir ses premiers chantiers, et donc je crois qu'il ne faut pas interpréter ce que Alix vient de dire de la mauvaise façon, mais je te laisse confirmer que court mais pas trop court et peut-être pas trop cher mais en même temps suffisamment sérieuse, quoi. Ouais, exactement. Ne serait-ce que pour se sentir légitime soi-même. Parce que forcément, quand on apprend un nouveau métier en 5 mois, et qu'on débarque sur le marché après à son compte en disant « ça y est, je suis architecte d'intérieur, faites-moi confiance », soi-même, c'est quand même pas évident de se sentir légitime. Aurélien parlait même d'une formation de 2 mois. Est-ce qu'on peut devenir architecte d'intérieur en 2 mois ? Alors là, il parle d'une formation de décorateur. Est-ce que décorateur, c'est possible en 2 mois ? Je pense que oui, à moins d'utilisation de logiciels. Après, je pense que les deux sont quand même hyper complémentaires. Donc moi, je recommanderais toujours à ceux qui se posent la question de faire quand même la formation d'archi d'intérieur aussi, parce que ça structure l'espace, ça s'appelle souvent design d'espace aussi. Et je trouve que ça aide vachement
à mettre en forme son projet de décoration Ouais. et que voir aussi ces réalisations de déco en 3D aide beaucoup à se projeter. Ouais. Donc je pense que c'est pas du tout inutile. Après, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend financièrement des ressources qu'on a. C'est très personnel aussi, je trouve. On va parler beaucoup de l'installation et des clients, mais c'est vrai que c'est un métier qui suppose d'avoir tout de suite une excellente réputation, parce que les clients, vous allez les trouver avec le bouche à oreille. Alors, pas les tout premiers, parce que par définition, vous n'avez pas de référence, mais pour que le bouche à oreille se mette à fonctionner à partir d'un moment où vous avez accompagné suffisamment de clients, il faut qu'ils aient été très satisfaits. Et c'est sûr que plus la formation sera courte, moins elle sera chère aussi, plus il y a des petites alertes et qu'il faut quand même s'assurer qu'il y a derrière des formations d'excellence. Comme c'est pas un métier qui est réglementé, n'importe qui en fait peut vous former et vous proposer des formations courtes et peu chères, et il faut, je pense, se méfier parce que c'est parfois un mauvais investissement, c'est ça que je veux dire, que de se dire je vais rogner sur les prix et m'offrir une formation pas chère, parce que c'est peut-être ce qui vous coûtera une moins bonne réputation, donc une plus grande difficulté à trouver des clients et à vivre de votre activité finalement. Il y a une question de Marie qui nous dit qu'elle est née dans la brocante et la décoration, qu'elle cherche le bon timing pour changer de voie professionnelle et minimiser les risques. Elle dit on y pense, les proches disent vas-y, c'est facile, mais effectivement c'est un peu vertigineux de se lancer. Et la question que tu poses, Marie, c'est peut-on commencer en parallèle d'une activité professionnelle ? Alors quand tu dis commencer, c'est déjà se former, parce que toi, Alix, tu disais je me suis formé à plein temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations, et notamment celles qu'on proposera à l'EDAI prochainement, qui sont compatibles avec un emploi salarié, qui sont faits pour que tous ceux qui sont en cours qui ont un job ne le quittent pas et puissent se former parallèlement. Donc est-ce que tu as un avis sur le sujet ? J'ai un témoignage à apporter, c'est celui de Juliette qui est en stage avec moi aujourd'hui et qui, elle, a fait ce choix de se reconvertir en gardant une activité professionnelle pour pouvoir arriver à financièrement s'en sortir. Je crois que c'était une formation qu'elle suit dans le timing qu'elle veut. Et elle avait une vingtaine d'heures en tant que salariée à côté chez Laura Merlin. Donc effectivement, elle a fait ce choix-là et elle a réussi à suivre sa formation en 1 an, il me semble. Donc c'est tout à fait possible. Ça dépend vraiment du format après que vous trouverez et de la flexibilité du travail que vous pouvez trouver à côté. Dans le chat, il y a des questions sur les logiciels. Est-ce que tu peux sur quel logiciel tu as été formé dans ton école ? Est-ce que tu as dû te former à d'autres ? Quels sont ceux que tu utilises aujourd'hui, en quelques mots ? J'ai été formée sur AutoCAD pour les plans, sur SketchUp pour la 3D, VRS c'est pour la réalité augmentée, et sur Photoshop. Grosso modo, je crois que c'était tout. D'accord. Et je les utilise encore tous sauf VRay. Et j'utilise en plus InDesign. Ok. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, mais qui est intéressante, parce qu'on parle à la fois de décorateur d'intérieur et d'architecte d'intérieur depuis tout à l'heure. Mais quelle est la différence, demande Sad ? Ouais, alors la différence, c'est que dans l'architecture d'intérieur, on parle vraiment de la structure et de l'espace, et donc comment optimiser l'espace, comment bien le répartir, etc., comment agencer les pièces entre elles. Donc ça, on touche un peu on peut toucher à la structure, aux cloisons, et voilà, avec l'aide d'un ingénieur structure, on peut aussi casser des murs porteurs. Donc on va vraiment avoir un rôle de conseil sur l'agencement de l'espace. Quand on parle juste de décoration d'intérieur, on ne touche pas aux espaces tels qu'ils existent, mais on vient les sublimer et on vient vraiment jouer avec des textures, des couleurs, des matériaux et du mobilier pour les mettre en valeur. Et la différence entre architecte d'intérieur et architecte tout court ? Alors, architecte d'intérieur, on vient quand même... Il y a vraiment une notion aussi de matériaux et de déco. Je pense peut-être un peu plus que pour l'architecte qui construit un bâtiment, qui le fait sortir de terre, ou qui touche à sa structure, qui peut faire des surélévations, des agrandissements, etc. Et qui n'est pas forcément très intéressé par le côté... peut-être moins sensible au côté déco, peut-être. Je regarde les questions, il y en a plein dans tous les sens. J'ai l'impression que ça passionne ce que tu racontes, c'est super.
Donc effectivement, la question des écoles, on pourra en reparler largement. Ça fait partie des questions que vous pourrez trouver aussi dans le lien du chat, des questions sur la formation, ce que vous cherchez exactement, parce qu'on est en train de programmer pas mal de prochains lives au sein de l'EDAI et d'organiser une première formation pour ceux qui veulent un peu se familiariser, qui hésitent un peu à se lancer, une formation d'initiation finalement, qui sera animée par des experts tous reconnus des noms de l'architecture d'intérieur et de la décoration d'intérieur. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on peut peut-être parler maintenant de un sujet qui intéresse beaucoup aussi, c'est celui-ci, vivre en tant qu'architecte d'intérieur, c'est-à-dire le lancement de l'activité, l'installation de l'activité. Et là, j'ai une question que je trouve qui est apparue sur la crédibilité. Je vais essayer de la retrouver. Quelqu'un qui disait voilà, alors Maïalis qui disait qu'elle s'est reconvertie après des études juridiques et qu'elle a remarqué que son entourage s'attend à ce qu'elle soit déjà au courant de tout, le nom des différents objets de décoration, de bricolage, l'historique des designers du monde entier. Et elle dit comme si le fait de se reconvertir lorsqu'on est adulte impliquait d'office l'expérience et la connaissance, alors qu'elle se sent en fait comme une adolescente en effervescence devant une nouvelle matière, dis-tu Maïalis. Et c'est une situation qui te met dans l'embarras. Avez-vous ressenti ça également lors de votre reconversion? C'est la question qu'on te pose. Effectivement, le petit vertige quand on se lance. C'est clair. Il peut y avoir des questions pièges quand on se lance. Mais alors, deux réponses à ça. D'une part, dans ma formation, il y a une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que on a eu une partie, on est vraiment parti de la base, c'est-à-dire on avait des cours d'histoire de l'architecture et des styles, donc pour nous donner un espèce de background de culture G sur l'architecture qui était intéressant. Alors c'était fait très vite et donc on n'a pas le temps de tout retenir, mais au moins ça nous permet quand même de balayer des courants, des tendances, des styles, etc. Et de nous familiariser un peu avec ce sujet-là. Après, effectivement, ça n'empêche pas que j'ai pas tout retenu et que une fois architecte d'intérieur à mon compte, je peux me retrouver parfois dans l'embarras face à des clients, mais j'ai toujours été très transparente depuis le début de ma reconversion en disant à mes clients que voilà que je me lançais pour pas qu'ils se retrouvent pris au piège et voilà qu'ils me prennent en connaissance de cause et qu'ils se disent bah voilà on lui fait confiance pour X ou Y raison, mais en tout cas voilà on a envie de faire ce projet avec elle. Et le tout premier chantier, tu peux nous raconter un peu dans quelle mesure ce sentiment d'imposture quand tu t'es lancé pour la première fois je sais pas, t'as empêché de dormir peut-être ou Ouais, c'est clair que il y a eu plusieurs chantiers sur lesquels j'ai pas beaucoup dormi, je pense. Et effectivement, je trouve que d'une part, c'est forcément on a un peu un sentiment d'illégitimité parce que on s'est formé à un tout nouveau métier que depuis 5-6 mois. Donc c'est difficile en plus d'être à son compte après et d'être seul dans son projet et de faire face à ses clients en disant salut, je suis architecte d'intérieur, faites ce projet avec moi. Mais c'est quand même ce qui s'est passé et du coup le but aussi c'était de dire voilà, de pas avoir honte de ce terme d'architecte d'intérieur qui était sur mon diplôme d'ailleurs et de dire ben je revais vraiment ma veste d'architecte d'intérieur et mes clients me voient comme telle et me considèrent du coup comme telle et ça veut pas dire que j'ai la science infuse et que je saurais répondre à toutes leurs questions, mais moi je prends beaucoup le parti aussi de m'appuyer sur les artisans que je fais travailler, sur les entrepreneurs. Parce que eux ont un bagage de 20 ans d'expérience de travaux et donc techniquement c'est vraiment eux la référence et pas moi. Donc du coup voilà, si j'ai un doute sur un chantier, même devant un client, bah, je leur pose la question. J'essaye dans la mesure du possible que ce soit pas forcément devant le client, mais voilà, ça peut arriver et donc il faut faire avec. Mais en tout cas, bien s'entourer et puis même peut-être aussi par ailleurs, en amont ou en parallèle, bien s'entourer d'autres architectes, de gens à qui on peut poser des questions si on a des doutes sur des questions techniques ou pas, ou sur des gestions de clients.
Je trouve que ça m'a pas mal aidé aussi. Et le fait de faire un stage, est-ce que ça a joué Et alors, ouais, dans ma formation, on avait un stage obligatoire de 1 mois. Alors, 1 mois, c'est court, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire plus. Pour moi, c'est indispensable. Enfin, si vous avez le choix, je recommande vraiment de le faire parce que c'est important. Tout ce qu'on a vu auparavant était quand même assez théorique. Donc, c'est important de se confronter à des vrais chantiers, des vrais clients, de voir un peu les méthodologies des architectes chez qui on est en stage et aussi de pouvoir poser toutes les questions, voilà, prendre le pouls un peu du métier et voir le niveau aussi d'exigence des architectes chez qui on est en stage. Donc, si j'essaie de récapituler, pour lutter contre ce petit vertige quand on se lance, il y a plusieurs techniques. Il y en a une qui consiste à rappeler à ses premiers clients qu'on est débutant. Il y en a une autre qui est un peu inverse, qui consiste mais c'est peut-être pas incompatible complètement, à assumer que vous êtes bel et bien diplômé, et c'est là que d'avoir suivi une école sérieuse, une école d'excellence va vous donner du poids, et de pouvoir assumer que certes c'est les tout premiers chantiers, mais vous êtes bel et bien architecte d'intérieur diplômé, et que si vous avez le sentiment de suivre une belle formation, une formation suffisante, de qualité, vous pourrez le dire et voir dans le regard de votre client qu'il vous fait confiance. Le risque, c'est en fait, un peu, je pense, le déstabiliser, lui faire sentir que vous ne croyez pas trop en vous, et dans ce cas, ça peut être un cercle vicieux. Et l'autre façon, c'est de s'appuyer, comme tu disais, sur les entrepreneurs avec qui tu travailles. Comment tu les trouves? Parce qu'il y a une question dans le chat sur comment si tu ne connais pas d'artisans au départ, comment tu trouves ceux qui sont bons et comment tu trouves ceux qui vont t'aider aussi à faire les bons choix au départ? Ouais, c'est pas évident. Moi, j'avais de la chance parce que j'avais déjà fait un chantier pour moi avant, un petit studio que j'avais acheté, et du coup, j'avais fait appel à un entrepreneur. Et puis, j'avais des amis qui avaient fait des travaux aussi, et donc je prenais pas mal les contacts de leurs entrepreneurs quand ça s'était bien passé et qu'ils les recommandaient. Donc ça, moi, je me suis vraiment fait une liste de gens que je pouvais contacter parce qu'on a toujours besoin de références et pour faire son carnet d'adresses d'entrepreneurs avec qui on travaille bien, en qui on a confiance, qui sont fiables, etc., il faut en éprouver un certain nombre. Donc moi, j'ai commencé avec ceux que je connaissais et ça s'est bien passé et je les ai fait retravailler plusieurs fois pour certains. Mais c'est sûr que ça, c'est hyper important parce que ne serait-ce que pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, quand on n'a pas la réponse à une question, on peut... vraiment, avoir des référents de qualité autour de soi est hyper important, ne serait-ce que pour rassurer le client en disant je vais demander à Monsieur Bidule, lui il saura sûrement, ou voilà, je vais demander autour de moi et je reviens vers vous avec la réponse à cette question. Pour clôturer peut-être complètement le thème de la formation, ce que j'entends, c'est qu'au moment où on se lance, c'est un peu le moment de vérité, où on se rend compte de la qualité de sa formation, et qu'en plus de la qualité technique de la formation, sur la partie vraiment technique du métier, d'avoir eu dans sa formation de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture, de l'histoire du design, et d'être accompagné aussi sur la gestion de clientèle, c'est probablement des éléments très importants. En tout cas, c'est au cœur du projet de l'EDAI, c'est de vous permettre aussi de vous sentir crédible à côté d'architectes qui, eux, ont parfois passé 5 ans sur les bancs de leur école, ou alors d'anciens étudiants en art qui ont eu une formation très solide et qui vont être quelque part plus sérieux, plus légitimes et qui auront plus confiance en eux. Et après, sur la partie accompagnement au lancement de l'activité, c'est très important. Nous, on considère avec les professeurs de l'EDAI que c'est central en fait dans la formation, que de vous aider à trouver vos premiers clients, à vous installer, à les satisfaire et à lancer votre clientèle. Parce que là, on est en train de parler d'un métier passion, mais d'un métier qui doit quand même vous faire vivre. Et c'est un enjeu très important d'arriver à trouver ses premiers clients. Donc j'y viens d'ailleurs, comment on les trouve, ces premiers clients, comment ça marche pour amorcer le bouche à oreille en fait. Ouais, alors il y a plusieurs options possibles que moi j'avais considéré. J'ai pas forcément fait appel à tout cela au début parce que j'ai pas forcément eu besoin, mais on m'avait d'abord conseillé de éventuellement être freelance dans une agence à mi-temps par exemple, et après de pouvoir développer son activité en parallèle. Donc ça permet de continuer à avoir une méthode, d'avoir des références de chantier, de se faire la main.
et en parallèle de commencer avec le bouche à oreille, parce qu'évidemment, rien ne remplace le bouche à oreille, et son propre réseau, et communiquer autour de soi largement sur le fait qu'on s'est reconverti, et que voilà, s'il y a des gens autour de soi qui ont des projets de rénovation, qu'ils n'hésitent pas à nous faire signe. Ça, c'est, pardon, je fais une petite parenthèse que c'est important. Souvent, on se dit, oui, le bouche à oreille, c'est très bien, mais moi, j'ai pas forcément de réseau autour de moi et pour avoir mes premiers clients. Mais Alix vient de dire, ne pas hésiter à parler de sa reconversion. Et je crois que j'aurais envie d'ajouter, et y compris quand vous en êtes au tout début. Ouais. N'attendez pas d'être diplômé pour raconter que vous êtes en train de vous reconvertir. Et vous n'avez peut-être pas d'idée dans votre réseau immédiat de personnes qui pourraient faire appel à vos services. N'empêche que si, à l'occasion des dîners que vous faites avec vos amis, vos familles, vous racontez en fait votre projet et vous expliquez que vous voulez vous reconvertir, c'est des petites graines que vous semez dans leur tête qui germeront pour plus tard. Lorsqu'ils auront un chantier, ils penseront à vous. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à communiquer énormément dans son entourage sur ce qu'on fait, parce que c'est aussi une façon de semer cette petite graine et de faire en sorte que dans quelques années, peut-être, ils penseront à vous et se rappelleront que ça fait déjà quelques années que vous leur avez parlé de ça et donc que vous êtes plus forcément un débutant. Donc, je crois que ça compte beaucoup de raconter ce qu'on fait. Parce qu'il y en a parfois qui se disent « Non, mais moi, je n'ose pas dire que je suis encore architecte d'intérieur. Je vais attendre d'être complètement diplômé. » Et puis même à ce moment-là, je n'ose pas trop communiquer parce que j'ai le sentiment d'imposture. Mais on est dans un cercle vicieux dans ce cas. Il ne faut pas sous-communiquer, il faut sur-communiquer sur son projet, je pense. Alors, effectivement, moi, pour réagir à ça, il y avait deux choses que j'ai faites. D'une part... j'ai pas attendu d'avoir tout mon entreprise qui était super carrée avec une communication géniale. Enfin, évidemment que j'avais mes statuts, voilà, légalement c'était ok, mais je me suis lancée assez vite en me disant ouh là là, si je commence à trop réfléchir, j'irai pas, ça va me sembler trop vertigineux. Donc j'y vais et puis on verra bien. Et effectivement, les personnes qui ont fait appel à moi au début, c'était des amis, mais pas du tout du premier cercle. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient même en tête que je m'étais reconvertie. Donc, je sais plus si c'était moi qui leur avais dit ou si par le bouche à oreille, ils l'avaient su. Mais c'est intervenu assez rapidement après mon diplôme. Et donc, je me suis dit, trop super, enfin, go, on y va. Et ça a déjà, voilà, la communication a déjà un petit peu fait son bout de chemin. Et de toute façon, c'est toujours très difficile de prévoir qui, dans son entourage, va avoir un projet de déco, de rénovation. C'est très dur à anticiper et qui va vouloir faire appel à nous. Donc, autant le divulguer hyper largement, ce sera jamais perdu. Il ne faut pas attendre d'être certain d'être un grand architecte d'intérieur pour commencer à faire son premier chantier. Enfin, c'est en faisant qu'on fait et c'est comme ça, en vous lançant sans trop vous poser de questions à un moment, après, à condition d'avoir une formation de qualité évidemment, mais il faut se lancer. Et ce que j'entends de ce que vient de dire Alix, c'est que en fait, ce sentiment d'imposture, c'est un peu une petite voix qui murmure à votre oreille et qu'il faut savoir écouter de temps en temps, parce que ça peut être positif, le sentiment d'imposture, dans la mesure où ça peut, en pointant vos limites et vos lacunes, vous aider à progresser. Et donc, le contraire du sentiment d'imposture, c'est finalement l'arrogance, de penser qu'on est tout de suite très bon. Et donc, il faut savoir l'écouter, cette petite voix, mais il faut aussi savoir la faire taire quand elle est de nature à démotiver, à démoraliser, et quand elle se met à poser des questions en trop grand nombre. C'est-à-dire que finalement, la réponse, c'est est-ce que vous êtes un bon architecte d'intérieur? Elle va se trouver dans les chantiers que vous allez faire, et plus vous en ferez, et plus vous gagnerez en confiance. Et je pense qu'il y a un enjeu d'arriver à se jeter à l'eau, en fait, à un moment. Est-ce qu'on peut parler un peu Alors, il y a une question sur le stage de Jeanne. Comment est-ce que tu as trouvé ton stage? Alors moi, j'avoue que c'était une amie. Donc oui, j'ai vu une question qui se demandait si c'était galère. En vrai, d'avoir que 1 mois de stage, c'est un peu galère pour le trouver, parce que ça n'arrange personne. Enfin, les architectes ou les agences d'archi, ça les arrange pas forcément de prendre un stagiaire d'1 mois, parce que le temps qu'on soit formé, on est déjà parti, quoi, grosso modo. Mais l'école nous donnait quelques références, vaguement. Okay. Voilà. J'avoue que si on a un réseau et qu'on connaît déjà des archis,
qui peuvent nous prendre, c'est plus facile dans le cadre d'un stage d'1 mois. Parfois, c'est plus, et dans ces cas-là, on est plus utile. L'aide à la recherche de stage, voilà, ça c'est un sujet par exemple qui nous tient à cœur à l'EDAI, qui fera partie évidemment de l'accompagnement, parce que là encore, il ne s'agit pas de vous laisser seul dans cette recherche si vous n'avez pas de réseau direct. Alors, il y a une question, je crois, qui m'a échappé, mais que je trouvais intéressante, sur... aïe, 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 c'était quoi? Je trouvais ça très intéressant. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. On va y revenir. Est-ce que tu peux nous parler un peu des qualités, des qualités requises pour être un bon architecte d'intérieur ou un bon décorateur d'intérieur finalement, vous qui vous posez des questions sur une reconversion, est-ce que vous avez ces qualités? Est-ce que ça peut être une façon aussi de se décider et de se lancer si vous vous reconnaissez? Et si vous êtes déjà en cours de formation, quelles sont les qualités que vous devez développer encore un peu plus pour réussir? Ouais. Alors, d'abord, je pense que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, parce que ça permet de bien cadrer son projet et de pas partir dans tous les sens et de répondre à un client en particulier et pas de faire juste quelque chose qui soit tendance. Donc pour moi, c'est vraiment primordial d'écouter le besoin de son client, son mode de vie, etc. Pour pas perdre de temps notamment, parce que si on perd du temps, en tout cas si on n'a pas bien écouté, on perd aussi la confiance de son client qui se dit bah non là je me reconnais pas, donc il faut se justifier de ce qu'on a fait et en plus on perd du temps. Donc ça pour moi c'est la phase primordiale qui frôle un peu la psychologie parfois, bien sûr. mais voilà qui est très importante. Ensuite, je pense qu'il faut être un bon chef de projet, parce que c'est un métier qui comporte plein de facettes très différentes et qu'il faut être rigoureux et méthodique pour ne rien rater, surtout quand on démarre un nouveau métier et qu'on n'a pas forcément tout en tête au départ. Donc je pense que il faut être au taquet sur toutes les étapes. Ensuite, je pense qu'il faut bien s'entourer, ça on en a déjà parlé, mais vraiment, je pense que dans son entourage proche, comme dans les référents qu'on pourra solliciter professionnellement, c'est important voilà, de savoir se fier et s'appuyer sur des gens qui sont compétents. Je pense que c'est un métier qui sollicite du bon sens et un esprit pratique. Et que c'est mieux d'avoir du bon goût au départ quand on fait de la déco. Même si le bon goût, on pourra en parler, parce que y a, j'imagine, des cas où tu dois avoir des clients qui ont un goût très différent du tien. C'est clair. Et là, j'imagine que l'enjeu, c'est à la fois d'écouter leur goût, mais aussi de faire des propositions et de les amener vers quelque chose qui... Comment tu arrives à trouver le bon équilibre ? Alors, il faut effectivement leur proposer quelque chose qui leur convienne à eux. Donc, c'est sûr que ce qu'on fait chez eux, on le ferait pas forcément chez soi, mais c'est pour eux, donc c'est pas grave. Et du coup, on peut orienter parmi des choses qu'on mettrait moins chez soi. On peut dire, entre deux, je préfère quand même celle de gauche que celle de droite. Donc, on peut quand même réorienter, mais encore une fois, tout en respectant leur goût à eux. Et je pense que justement, si on a bien écouté au départ et qu'on se projette dans un concept pour ses clients, dans un projet, et qu'on se fixe des guidelines pour ce projet, ça nous aidera à pas trop en sortir et à pas revenir naturellement vers nos propres goûts. Donc je pense que vraiment c'est important d'avoir un cadre super précis au départ sur voilà leur mode de vie, voilà ce qu'ils aiment, pour ne pas que je m'en éloigne au fur et à mesure, que je continue le projet et que j'ai oublié le début, quoi. Ouais, donc la psychologie en fait et l'écoute de ses clients, comme tu le disais, c'est central dans la formation en fait. Ça sert à rien d'être une star en structure des bâtiments si en fait vous n'arrivez pas à gérer la psychologie des clients. C'est très important pour qu'un chantier soit réussi d'arriver à gérer la psychologie de ses clients, et c'est particulièrement difficile, je crois. Je suis passé par là quand on est un couple finalement qui travaille avec un architecte d'intérieur, parce que un couple ça veut dire deux personnes qui n'ont pas forcément les mêmes goûts,
Ouais. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des clients qui étaient un couple avec lesquels il a fallu composer? Ouais. Je me souviens notamment d'un couple qui était, lui avait des goûts assez classiques et elle assez contemporains et donc il faut contenter tout le monde, il faut que les 2 se sentent entendus et compris et donc du coup voilà, c'est parfois, en l'occurrence pour une présentation de leur projet, la toute première présentation, après qu'ils nous aient énoncé, ce qu'ils voulaient faire, quels étaient leurs goûts et cetera. Le but, c'était vraiment de les accrocher l'un et l'autre et de dire: «On vous a compris chacun dans votre besoin». Donc je me souviens que lui avait dit, voilà, «Je sais pas aujourd'hui où est-ce que je peux mettre, mon tourne-disque, il faudra réfléchir à une place pour ce tourne-disque» et donc dans le projet, et puis il avait pas de et après c'était plutôt elle qui s'était exprimée. Donc elle avait largement, fait part de ses objectifs et de ses goûts et lui, c'était à peu près la seule chose qu'il avait dite. Ouais. Mais je m'étais dit: Fallait pas la laisser passer. faut pas la laisser passer. Ouais. Donc, Ok, donc voilà, donc dans le mode de vie après que j'ai retranscrit dans le projet, le but c'était de... Ouais. Voilà, j'ai mis un tourne-disque et il l'a noté. Il a dit: «Ah, cool!» Ouais. Donc c'était cool. Pas écouter uniquement celui des deux qui parle le plus. Voilà. Et sur la question de la méthode de gestion de projet, parce que c'est vrai qu'un chantier, c'est énormément de séquences qu'il faut aborder dans le bon ordre, probablement poser des questions à un certain moment parce que, et pas à d'autres, parce que si c'est trop tard, ça va décaler probablement tout un chantier. Comment on peut s'y prendre pour ne rater aucune étape? Comment on acquiert cette rigueur et cette méthode dont tu parlais? Alors moi, je fais des listes à tout bout de champ. Je suis pas quelqu'un de... Enfin, je suis assez bordélique dans la vie perso. Ok. Mais donc, du coup, je C'est lutte... bon signe, c'est-à-dire qu'on peut réussir tout en Ouais. étant bordélique, quand même. Je lutte contre ma propre nature. Mais du coup, justement, j'ai besoin de me rassurer sur ce point-là. Ouais. Et donc, je fais des listes en permanence. Et j'avoue que peut-être que pour bien dormir, je les check avant de dormir en me disant... En Ok. faisant déjà ma to-do pour le lendemain. Donc ça, c'est important de se dire, bah voilà, à quelle étape j'en suis, quels sont les next steps pour chacun des projets, parce qu'évidemment, on en a plusieurs en parallèle, donc ne rien manquer. Et, On peut en avoir combien en parallèle? ça dépend beaucoup de à quel stade on en est pour chacun. Ok. Donc là, en ce moment où parce que forcément, quand on commence chacun des projets, donc on peut pas en avoir trop non plus, parce qu'en plus, tout nous prend plus de temps, on a moins les réflexes. Et puis de toute façon, on n'en a pas 15 qui arrivent d'un coup, donc soyez rassurés. Mais là, aujourd'hui, je dois en avoir environ 8, je pense, en parallèle. Ah ouais, mais c'est énorme. Mais dont certains qui touchent à la fin, où c'est les finitions. Mais les finitions, ça peut durer longtemps. D'accord, Donc, 8, c'est magnifique. chose Ok. comme ça. Alors, on va parler un peu de la communication et savoir comment on peut entretenir du coup son réseau, justement. Ouais. Mais avant ça, j'ai retrouvé la question qui m'avait échappé tout à l'heure. C'est Élodie qui demande si on peut être architecte d'intérieur sans être en freelance. Oui. Moi, je suis pas en freelance. Enfin, je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur, donc Ouais. je travaille que pour moi. Ah, mais je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Donc ça, c'est freelance. C'est un peu l'équivalent d'être freelance. Alors, Enfin, freelance, en général, c'est on travaille pour les autres. ouais, je ne sais pas si Élodie, tu voulais dire si tu parlais du statut auto-entrepreneur ou en société, mais est-ce qu'on peut être salarié en fait, architecte Oui, d'intérieur? bien sûr. Et ensuite, est-ce qu'on peut en On peut gros aller dans une agence et être salarié d'une agence sans problème. et on trouve du boulot facilement? J'ai pas essayé. D'accord. Je vais pas donner trop d'espoir. Je sais pas. D'accord. Ok. Alors, il y a une question sur la communication qui est posée par Élodie aussi, et qui nous dit, est-ce que pour trouver un stage dans un cabinet d'architecture d'intérieur, est-ce que tu me conseilles de créer un portfolio avec des projets imaginaires afin de montrer mes capacités, ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Alors, je sais qu'on peut tout à fait montrer un portfolio. Les gens qui cherchaient un stage montraient des portfolios de ce qu'ils avaient fait à l'école. Donc, c'était des projets imaginaires. Oui. Donc, oui, D'accord. clairement, c'est intéressant. En le précisant, j'imagine, pour le coup. Oui, bien sûr, mais c'est intéressant de voir comment vous présentez les choses, comment vous les abordez, quel est votre niveau de détail, etc. Donc oui, je pense que et le niveau d'esthétique du projet aussi. Enfin, donc je pense que c'est bien. Et alors sur la communication, pour trouver des clients, si on revient sur ce sujet, la communication digitale sur les réseaux,
Est-ce que c'est central pour toi et qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi, c'est à peu près tout ce que je fais d'ailleurs. Je fais un peu tout dans le désordre, donc je suis pas un exemple forcément à suivre, mais je pense que c'est un métier qui est quand même très visuel, donc autant s'appuyer sur ces visuels-là. Et je pense qu'Instagram est particulièrement bienvenu dans ce cadre-là. D'ailleurs, les archives d'intérieur, en général, se suivent beaucoup les unes les autres, prennent aussi beaucoup d'inspiration sur Instagram et sur Pinterest. Donc, tous ces métiers qui sont... ces réseaux qui sont très visuels sont une source d'inspiration sans fin et pourquoi pas être soi-même l'inspiration pour d'autres. Et puis, pour moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas de site internet parce qu'au départ... je pouvais pas, j'avais rien à montrer, donc j'allais pas faire un site avec rien visuellement. Et du coup, je me suis dit, je peux faire un Instagram et commencer par mettre des stories, même si j'ai pas des vraies réalisations avant, après à mettre tout de suite. Je peux mettre des inspirations, je peux commencer à montrer des phases de projet, en story. Donc, je peux quand même parler et faire parler de moi. À petite échelle et l'alimenter au fur et à mesure ou aller me balader et aller dans des showrooms et montrer ce que je découvre de nouveau. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tu demandes à tes clients l'autorisation avant de publier des photos de leur appartement? Ouais. Une bonne technique, je crois, si vous faites ça, si vous publiez sur Instagram par exemple ou sur Pinterest vos réalisations, vos chantiers, après avoir demandé l'accord de vos clients, c'est probablement de demander à vos clients si de liker ou de suivre votre compte et probablement que naturellement ils apporteront un like aux photos qui concernent leur appartement et en faisant ça tout leur réseau d'amis sera informé et donc vous allez augmenter le bouche à oreille, vous allez l'accélérer considérablement. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir énormément de followers au début, simplement si ceux qui vous suivent sont des gens qui vous font confiance parce que vous les avez accompagnés et qu'ils apprécient, qu'ils likent vos publications, vous allez directement toucher un réseau qui parce qu'ils sont probablement déjà allés chez eux, reconnaîtront la photo qu'ils ont likée et vous suivront peut-être aussi. Enfin, il y a des techniques en fait pour faire jouer vraiment une caisse de résonance avec un tout petit nombre de personnes. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément de devenir Instagrammeur, Instagrammeuse et d'avoir des milliers de followers au début. On peut très bien avoir des milliers de followers et ne pas réussir à trouver des clients parmi eux et inversement arriver à vivre de son activité en n'en ayant que quelques centaines. C'est des techniques de communication digitale qui s'apprennent et ça fait partie notamment de l'accompagnement qu'on proposera dans les formations de l'ODAI. Est-ce que tu t'es fait accompagner par un graphiste pour ta com, demande Jamila. Oui, oui et non. En fait, j'ai demandé à un ami de me faire mon logo, qui est assez simple, hein, mais je voulais quelque chose de simple. Et après, j'ai fait mes templates toute seule, mais qui sont simples aussi. Ils sont propres, mais ils sont simples. Est-ce que tu travailles avec des partenaires commerciaux comme les magasins de déco, demande aussi Jamila. Alors, est-ce qu'il y a des échanges mutuels Ouais, un seul qui est près de chez moi, que j'aime beaucoup, et donc du coup, effectivement, j'essaye de. Je lui avais apporté des cartes, par exemple, qu'elle pouvait distribuer à ses clients, et j'essaye de promouvoir aussi ses produits et de la taguer quand mes clients prennent ses produits. Je lui ai proposé, là, aujourd'hui même d'ailleurs, de lui emprunter de la déco pour les mettre sur mes shootings et voilà, pour la taguer, pour qu'elle soit visible, Vachement bien. Voilà, que moi j'ai de la jolie déco à mettre sur les shootings quand par exemple c'est des chantiers que de rénovation et que j'ai pas la déco à faire, des choses comme ça. Oui, Anaïs, toi qui prends le live en route, tu pourras avoir le replay absolument. Une question de Sacha qui dit est-ce qu'il est possible de faire un suivi de chantier sans assurance décennale? Est-ce que tu connais les astuces? Sacha dit il y a peu d'assureurs d'accord pour assurer un auto-entrepreneur ou un architecte d'intérieur qui n'est pas reconnu par l'État. Comment tu fais pour ça, pour l'assurance? Alors moi, j'ai pas d'assurance décennale. Donc déjà, c'est c'est rassurant de savoir qu'on peut réussir à se développer malgré ça, parce que c'est des entrepreneurs qui en ont en fait. Exactement. Moi, c'est l'entrepreneur qui a son assurance décennale. Ça, pour le coup, c'est le client qui s'en assure avant de commencer le chantier et qui lui demande donc son attestation d'assurance. Et c'est lui qui contracte avec l'entrepreneur. Moi, je contracte pas avec l'entrepreneur, donc
Donc c'est vraiment entre deux que ça se joue. Super, c'est donc une façon très simple de résoudre ce problème. Voilà. Tu vois, Sacha, tu t'appuies sur l'assurance décennale de l'entrepreneur. C'est lui qui va signer un contrat directement avec ton client. En général, ils en ont tous. Et en général, ils en ont, bien sûr. Oui. Au niveau du mode de facturation, comment tu t'y prends? C'est une question de Muriel. C'est pas simple. Déjà, forcément, moi, je me suis dit, je commence, j'ai besoin d'avoir des clients, donc forcément, je suis un peu moins cher que ce que les archis sur le marché. Après, il faut vite pallier à ça parce que il faut bien en vivre. Mais en général, on dit que les prestations d'archi, c'est entre 8 et 12% ou voire 15% parfois, du montant d'un chantier. D'accord. Et après, on peut découper le chantier par phase pour facturer. Donc parfois, c'est le suivi de chantier. Souvent, c'est le suivi de chantier qu'on compte en pourcentage et le reste en forfait. Mais c'est un peu différent pour chacun. Moi, pour le moment, je fais des forfaits pour tout le monde. D'accord. Donc, tu détermines En fonction du projet, je détermine un forfait parce que je me dis que au moins le client, il sait où il va et que je ne vais pas faire exprès de gonfler le montant des matériaux. Et tu risques pas de te retrouver si tu as facturé, si ton forfait est trop faible et tu te rends compte qu'en fait il est insuffisant. Comment tu fais? C'était peut-être pas arrivé, hein? En fait, forcément, au début, c'est insuffisant. Ouais, d'accord. Et parce que forcément, on n'est pas rentable en taux horaire. Ouais. Parce que tout nous prend plus de temps. Mais le but, c'est d'acheter aussi le bouche à oreille. C'est-à-dire que c'est une très bonne façon. Il y a beaucoup d'architectes d'intérieur ou de décorateurs d'intérieur qui se mettent à leur compte et qui pensent qu'il ne faut surtout pas casser leur prix au départ parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur et que finalement, c'est une façon de dévaloriser leur travail. C'est un réflexe qui c'est vrai, effectivement. C'est un réflexe qui est assez courant chez les architectes d'intérieur qui se lancent. Quand on écoute ceux qui ont réussi à développer leur clientèle, ils ne sont pas tout à fait du même avis. Il y en a beaucoup qui disent qu'évidemment, pour se lancer au début et pour en fait faire amorcer la réputation, il fallait faire un maximum de chantiers et de chantiers qui donnaient lieu à satisfaction. Donc, il ne s'agit pas qu'ils soient complètement gratuits, mais évidemment un très bon investissement pour obtenir un chantier, c'est de probablement au début faire proposer un prix un peu plus faible. Non pas parce que vous êtes moins bon d'ailleurs, hein, parce que c'est pas l'aveu que ce que vous allez faire est de moins bonne qualité, mais parce que il faut bien s'acheter des premières références. Et tant mieux pour ce client chanceux qui est tombé au moment où vous vous lanciez parce qu'il a pu profiter d'un tarif inférieur à celui que vous pratiquerez ensuite, mais c'est aussi donnant-donnant, parce que s'il est satisfait, il parlera de vous, il vous aidera à se lancer. Donc, moi là-dessus, je trouve qu'il faut pas hésiter, parce que certes, vous gagnez un peu moins que ce que vous auriez pu gagner si vous aviez facturé plus cher, mais vous n'auriez peut-être pas eu le contrat. Et puis surtout, vous allez pouvoir très rapidement atteindre ce point de bascule qui est le moment, qui se produit à un moment dans la vie d'un architecte d'intérieur ou un décorateur d'intérieur, qui est le moment où ça y est, vous avez accompagné suffisamment de clients satisfaits pour que le bouche à oreille fonctionne. Et là, le téléphone se met à sonner et à ne plus s'arrêter. Quand je vois qu'après presque un an, moins d'un an, tu as 8 chantiers en parallèle, ce point de bascule, tu l'as probablement déjà atteint. C'est-à-dire, ça y est, t'es lancé. Non, pas encore, non, mais tu vois, t'es pas encore arrivé, mais t'es en train de mettre derrière toi de plus en plus de clients qui probablement vont être satisfaits. Et quand il y a un nombre d'or qu'il faut atteindre, c'est le nombre de clients satisfaits. Et après, normalement, ça en parle. Ils en parlent autour d'eux. C'est le but, en tout cas. A priori, ce point de bascule, s'il n'est pas déjà franchi, il n'est pas loin, quoi. Donc, en tout cas, effectivement, je n'hésite pas à prendre des petits chantiers, parfois qui sont pas glamour, mais voilà, je me dis, c'est une référence en plus, un client en plus, c'est ça. En plus. Après, il faut trouver le juste prix pour soi aussi, pour que ce soit suffisamment motivant, parce que sinon, ça sert à rien. Enfin, si on y passe un temps de dingue et qu'en fait, c'est juste pas du tout rentable et qu'en plus, on n'est pas motivé, c'est dommage. Oui, absolument. Trouver ses tout premiers clients, c'est un sujet absolument clé, et je pense qu'il faut... en tout cas, c'est la philosophie, l'esprit de l'EDAI, c'est de vous accompagner pour ça aussi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? On avait dit qu'on durait 1 heure, et je crois que ça y est, on y est. Merci à tous ceux qui étaient connectés, Elodie, Sophie, Jérôme, j'ai juste, et tous les autres, je voulais vous dire que vous pouvez participer au jeu concours qui est en train qui va bientôt s'arrêter, mais qui continue jusqu'à la fin du mois et qui est organisé par le DAI, tout simplement
qui vous permet de remporter cet exemplaire, Démarrer son activité de déco, qui est le livre de référence. Et ça nous intéresse beaucoup de connaître aussi votre situation personnelle, de connaître aussi vos goûts pour animer au mieux, organiser au mieux les prochains lives, et puis de savoir aussi quelle formation d'initiation à ce beau métier de l'architecture d'intérieur pourrait vous intéresser, et ça fait partie des petites questions qu'on vous pose et auxquelles je vous remercie par avance de bien vouloir répondre. Si vous voulez, ça vous permet d'ailleurs de participer donc à ce jeu. Merci Maïalis, merci. Oui, bien sûr Jérôme, tu peux nous poser toutes les questions que tu veux sur la page Facebook, on répondra. Et puis on répondra aussi à tous les commentaires et aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir dans le chat, parce qu'il y en a eu plein, mais on repassera dessus et je vous enverrai des réponses. Voilà, merci Claire, Marine, Marie, Jeanne, Aurélie, Jamila. Merci Alix. Merci à toi. C'était cool. J'espère que ça a pu vous encourager à faire le grand saut si vous voulez vous reconvertir. Ça a pu vous rassurer si ça y est, vous l'avez fait. Et de toute façon, on continue, on reste en contact. Le DAI va animer de plus en plus de lives comme cela, qui ont vocation à être inspirants et à vous aider à vous lancer, à prendre la bonne décision, à vous former et ensuite à trouver vos clients et être un architecte d'intérieur ou un décorateur d'intérieur serein et heureux qui arrive à vivre de son activité. Et ça arrive, il y en a plein. La preuve. Merci Alix. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.